smile to wisdom when there's nothing to be strong. We'll be covered in lights when darkness will doom the day. If you let me stay, take me home. We'll be covered in lights when darkness will doom the day. If you let me stay. Il y a un an que j'étais activiste d'un parti politique. On a fait du proteste. On a organisé des réunions avec les jeunes. On a organisé du marche, du débat. La situation politique, c'est pas bon. Le problème, c'est la criminalité et le gouvernement corrupté. Donc, on a décidé de venir en France et de quitter notre pays à cause de personnes qui vivent là, de personnes qui sont un petit peu criminels. Ils font partie du gouvernement dans mon ville. Mais je veux pas expliquer trop. C'était bon. J'avais des amis. J'avais 2-3 options, mais je pense que Sciences Po, ou peut-être géographie, histoire. Je pense que la France est un pays démocratique. Les droits de l'homme sont respectés. Et il n'y a pas de criminalité comme dans les autres pays. J'espère de rester en France parce que je trouvais que c'est un bon pays. Ouais, c'est des procédures, c'est long. Je pense que c'est plus bon si la procédure est vite. Je pense que les personnes qui restent en France depuis 5 ans, ils sont assimilés un peu, ils sont intégrés un peu, et c'est peut-être difficile pour eux retourner dans ce pays qu'ils ont vécu avant, spécialement pour les jeunes, pour les petits. Le pouvoir de choisir, je voudrais voir tout le monde dans un pays unifié, pas 200 pays qui sont maintenant, mais juste un pays démocratique. Maintenant, j'espère que la situation va improver, mais je ne suis pas optimiste, je suis réaliste. Dans cette longueur du parcours qui est dénoncée par les associations au niveau national, hein, et d'ailleurs avec cette nouvelle réforme, on espère, du droit d'asile, que ce soit beaucoup plus court, maximum 6 mois, en tout cas que ça se relie aux conditions des autres pays européens, hein,
Et il y a une usure énorme, même s'ils sont accueillis, bon, il y a quand même une précarité, même si l'hébergement est assuré, bon, comme il se doit. Tous ces demandeurs d'asile qui doivent sortir de 9 h le matin et puis rentrer à 17 h le soir, soit presque 15 km par jour, pour aller d'un lieu à l'autre, chercher nourriture, chercher des vêtements, etc. Et cette insécurité de l'attente du positif de l'OFPRA, ça peut durer quelquefois 1 an et demi sans avoir de réponse, hein. On ne sait pas pourquoi. Une personne peut attendre 6 ans pour avoir une carte de séjour. Mais c'est surtout l'usure psychologique. Hein. Parce qu'en plus, bon, les gens qui ont eu des traumatismes par situation difficile, quand on vient demander l'asile, c'est quand même pas pour le tourisme, hein, c'est tout à fait différent. Les gens sont quand même en souffrance. Bon, il y a la langue qui est une barrière, et c'est vrai que l'aide psychologique, même si elle peut être mise en place, elle est difficile. C'est quand même une procédure qui, dans cette incertitude qui dure, est terrible à la fois pour les femmes. Il faut être malade, il faut devenir malade. Le retour, pour eux, c'est une négation, ils ne peuvent pas l'envisager. Ça, parce qu'en fait, bien sûr, le 16 décembre 2013, nos diplomates ou nos experts ont déclaré que le Kosovo était pays sûr, ou l'Albanie ou la Géorgie, mais pour les gens, ça n'a pas changé, hein, parce que c'est des conséquences de guerre, de vengeance. Les enfants, bon, ont leur jeunesse, heureusement. Hein, ils apprennent très très vite le français. Mais bon, quand il y a l'expulsion, c'est le parcours scolaire qui est rompu, bien sûr. Hein. Donc on les casse quand même. Les enfants jouent un rôle presque de prise en charge des parents. Et ça, quelque part, auront leur enfance, en fait, leur place dans le groupe familial. Hein. C'est vrai que les enfants traduisent constamment. Hein. Et psychologiquement, on voit quand même des enfants qui portent la famille. À 14 ans, par exemple, on sent qu'ils sont trop de responsabilités, quoi. Hein, et le stress, justement, ou la dépression peut être porté par les enfants. Hein. Bernadette, nous arrivons au terme de ce document. La question des demandeurs d'asile, comment est-elle entrée dans ta vie? Tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard parce que c'était une question qui ne me concernait pas vraiment de près. Et un beau jour, on m'a demandé si je pouvais héberger à titre provisoire pour 3 mois une famille de Kosovars qui était à la rue au mois de novembre. À ce moment-là, j'avais de la place dans ma maison, j'étais disponible et j'ai dit oui pour 3 mois, pas de problème. Seulement au bout de 3 mois, leur demande de papier a été refusée une fois de plus et ils sont chez moi maintenant depuis 3 ans et demi. Donc c'était inattendu, c'était... Bon, ça m'est tombé du ciel, j'ai accepté. Maintenant, il faut que j'assume ce qui se passe et ce qui continue à se passer. Comment passe-t-on du coup de main au combat? Le coup de main, vous voyez, je l'avais donné tout de suite. Tu te rends compte que c'était juste un coup de main et que c'était pas volontairement le combat. Par contre, après, j'ai connu mon bonheur parce qu'il a fallu prendre les choses à bras-le-corps avec la famille qui était chez moi et essayer d'obtenir les papiers, essayer d'avancer dans leur demande d'asile. Et ça, c'est un véritable combat, c'est un véritable marathon.
parce que il faut faire des dossiers qui correspondent bien à ce qu'on vous a demandé, et malheureusement tout n'est pas toujours très évident. On répond à côté des questions, on envoie les papiers à une mauvaise adresse, on a dépassé les délais, enfin bref, je pense que tous les demandeurs d'asile ont ce genre de problème, et j'étais là pour les résoudre avec la famille qui était chez moi. Le poids de l'administratif, on sent bien qu'il est pesant. Comment tu l'as vécu, ce poids administratif, durant ce parcours? C'est une bonne question. On s'enfile dans un dédale dont on ne sait pas où il va déboucher. On est dans un univers complètement inconnu. On se retrouve un petit peu dans l'ambiance d'un livre de Kafka. Et ça, c'était très inattendu, parce qu'on vous renvoie d'une porte à une autre, d'un bureau à un autre, d'une personne à une autre. C'est pas le même responsable, c'est pas le même bureau, c'est pas la même administration. Donc on ne sait jamais où on va, mais on avance petit à petit, et quelquefois on débouche. Mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Et ça ne me manque pas, alors c'est une chance. Tu as employé le terme de temps. C'est un terme qui est revenu douloureusement tout au long de ce document. Ce temps qui passe, cette incertitude qui se prolonge des années, pour toi, est-ce véritablement le cœur du problème? Pour moi, c'est le cœur du problème, mais c'est surtout le cœur du problème pour les demandeurs d'asile, qui sont dans l'incertitude tout ce temps-là. Ça fait 3 ans et demi qu'ils sont chez moi et qui n'ont pas encore de logement, qui ne sont pas encore chez eux, qui n'ont pas encore résolu leurs problèmes. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est inhumain de laisser les choses traîner à ce point-là. Et en fait, au bout de 6 mois, je trouve qu'au bout de 6 mois, les familles qui sont demandeurs d'asile, ils devraient être fixés sur leur sort. Savoir si on les renvoie chez eux parce qu'on n'en veut pas chez nous, ça c'est pas à moi à décider ça. Et savoir s'ils sont intégrés en France, et à ce moment-là s'occuper de leur logement, de leur travail, parce que tant qu'ils n'ont pas leur papier, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc c'est vraiment une course au trésor, une course au temps, et c'est pas humain, je trouve, c'est pas bien. Il y a de cela quelque temps, un terme est apparu dans la presse française, celui de délinquant solidaire. Le regard des autres, de nos compatriotes, sur cette solidarité et sur ce soutien qu'on apporte aux demandeurs d'asile, comment tu l'as vécu? Je l'ai vécu, j'étais fort étonnée. J'étais quelquefois un petit peu déçue des réactions des gens. En fait, les gens ne connaissent pas ce problème. Et ils jugent par rapport à eux-mêmes. Ils voient que ils disent que la France est envahie, qu'on n'a rien à faire de ces gens-là, et qu'ils n'ont qu'à rester chez eux. Donc ils rejettent le problème et ils s'en débarrassent un petit peu. Mais en même temps, moi je trouve que c'est un peu cruel. Je trouve que cette réaction est un petit peu cruelle, parce qu'il faut quand même connaître la situation de ces gens-là avant d'essayer de les rejeter. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, les gens sont partis de chez eux avec beaucoup de difficultés, ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leurs amis, ils ont quitté tout, parce qu'ils n'avaient plus rien pour vivre chez eux. Et ça, c'est vraiment très difficile à vivre, et on ne peut pas rejeter ces gens-là. C'est trop cruel, c'est inhumain. Et moi, j'ai quelquefois mal vécu la réaction de gens que j'appréciais, que je connaissais bien, et qui avaient ce genre de rejet sans beaucoup de réflexion. On peut s'imaginer tous ce qui nous arriverait si on était obligé de partir de chez nous, comme ça, à l'aventure, avec nos enfants au bout de bras, avec un petit baluchon. Qu'est-ce qui nous arriverait? Comment est-ce qu'on vivrait ça? Comment est-ce qu'on accepterait d'être refusé dans un pays qui a tout, Comment est-ce qu'on pourrait vivre ça sereinement? Il faut essayer un petit peu de se mettre à la place des gens quelquefois, parce que moi j'ai vécu avec eux, je vois bien comment ils ont vécu les premières années qu'ils ont vécu en France. Ils ont eu la chance d'arriver chez moi, tant mieux pour eux, mais il y en a tellement qui sont dans la rue et qui sont confrontés à tellement de difficultés. Je trouve qu'on n'a pas le droit de les rejeter, on n'a pas le droit.
ou alors on renvoie tout de suite chez eux, mais on ne les laisse pas vivre dans cette angoisse, dans cette espérance, sans savoir jamais où ils en sont. C'est pas bien. Ce documentaire, nous l'avons voulu centrer plus précisément sur la cause des enfants. On a des jeunes gens qui ont témoigné dans ce documentaire, qui nous ont fait part de leurs souffrances, de leurs espoirs, la place des enfants dans ce combat des demandeurs d'asile. C'est une place très difficile en fait. C'est une place très difficile. La famille qui est arrivée chez moi, ils avaient 4 enfants. Le petit, il avait seulement 2 ans. Il était né en France, il avait vécu en foyer, il avait vécu dans une chambre comprimée à 6 personnes dans une seule chambre. Pendant 2 ans, il avait vécu très douloureusement. Et je trouve que c'est quand même pas juste de mettre un petit enfant dans cette situation-là. Déjà, ça c'est le problème des tout petits, des bébés et des petits-enfants. Pour les plus grands, c'est aussi très difficile. Parce qu'ils sont scolarisés, ils sont bien intégrés, mais quand même, ils sont des étrangers, ils prennent la place des Français, ils prennent les premières places à l'école, et ça c'est insupportable en plus. Et puis en plus, leurs parents parlent pas bien français, leurs parents sont un petit peu angoissés, donc ils sont là comme soutien de leurs parents, et ça c'est difficile aussi pour des jeunes enfants, c'est très difficile. Ils servent d'interprètes, ils accompagnent leurs parents chez le médecin, chez l'avocat, chez la préfecture. Ils sont au courant de tout et ils portent tout ça sur leurs épaules. C'est trop lourd pour les enfants. C'est pas bien. Quel message tu aurais à faire passer aux dirigeants de ce pays, de notre Europe? Bon, c'est une grande question. Je me sens pas de taille à répondre à cette question-là parce que c'est une question politique en fait. C'est une question politique non seulement en France, mais je pense que c'est une question qui remonte même au niveau de l'Europe parce que c'est l'Europe qui est concernée en fait. Et je pense que d'abord et avant tout, l'Europe devrait s'occuper des gens qui sont malheureux à l'intérieur de l'Europe. Parce qu'il y a trop de misère en Europe et c'est insupportable. Et c'est ce qui rend encore plus difficile l'arrivée des étrangers chez nous. Parce qu'on se dit, en France, en Europe, il y a des gens qui dorment dans la rue, qui n'ont rien à manger non plus. Alors pourquoi accueillir les autres? Donc c'est ça le premier problème à résoudre. Et ensuite, on a un problème, un devoir d'accueillir l'étranger. Parce que si on n'accueille pas l'étranger, ça va mal se terminer. Et l'étranger va arriver chez nous de gré ou de force. Et on sera bien obligé de leur faire de la place. Mais d'abord, il faut s'occuper de ceux qui sont chez nous, d'abord. Je suis bien d'accord. Et ça explique un petit peu le rejet des gens et l'incompréhension des gens quand les étrangers arrivent chez nous et qu'on a l'impression qu'ils prennent notre place et notre argent et notre travail. Je comprends très bien cette réaction. Cette réaction, on peut la comprendre d'autant plus que, contrairement à ce qui s'est passé pour ta famille, dans certains cas, au bout de 3 ans, 4 ans, la réponse est négative et que ces gens-là sont reconduits dans leur pays et que l'intégralité des sommes qui a été utilisée pour supporter ces gens sont en fait des sommes gaspillées. Gaspillées pour eux et pour nous, effectivement. Moi, je pense d'abord que ça, c'est vraiment pas bien de les garder 4 ans et de les renvoyer chez eux. Ça, c'est absolument impossible. Mais je pense que c'est aussi très dommage de ne pas les autoriser à travailler et à vivre, à gagner leur vie comme tout le monde et à ne pas coûter d'argent à la société. Bien sûr, on sera obligé quand même de les prendre en charge. On prend en charge la scolarité, on prend en charge la santé, ça c'est normal. Mais qui gagnent leur vie et qui vivent comme tout le monde. Parce que ça, je ne comprends pas qu'on les loge gratuitement, qu'on leur donne une subvention pendant tout le temps où ils sont demandeurs d'asile. On les aide à vivre. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas travailler pour vivre? Alors Bernadette, tout au long de ce document, j'ai proposé à nos intervenants une baguette magique. Oui, je leur ai donné une baguette oui, magique oui, en leur oui, disant oui. Vous avez un pouvoir d'agir sur les choses, sur les circonstances, sur les pouvoirs. Quel usage tu ferais, toi, de cette baguette magique dans cette
dans cette Moi, cause. si vous me donnez la baguette magique. Bon, d'abord, la baguette magique, en général, on a 3 souhaits à réaliser. Hein. Alors, le premier, ce serait que la famille trouve un appartement qui leur convienne. Et qu'ils soient enfin chez eux. Et que je récupère ma maison. Ça, ce serait peut-être mon deuxième souhait. Le troisième souhait, ce serait qu'ils aient du travail et qu'ils soient heureux de vivre et qu'ils deviennent français et qu'ils soient enfin soulagés et qu'ils puissent... Je l'ai toujours dit à la famille quand je leur avançais de l'argent pour leur passeport, pour n'importe quoi, je leur ai dit, de toutes les façons, vous me rembourserez quand vous serez riches. Alors je souhaite, le troisième souhait, c'est qu'ils deviennent riches et qu'ils me remboursent ce que je leur ai avancé. One, two, 3, 4. Il faut de tout, tu sais, il faut de tout, il faut de tout pour faire un monde. Ouvre ton cœur, ouvre ta porte et laisse entrer le soleil. Jaune, black, amber, oui qu'importe, pour qu'un nouveau monde